Qu'est-ce qui favorise qu'est-ce qui va favoriser la dépendance? Qu'est-ce qui va favoriser? Vous allez voir, hein, ça va être rapide. Ne vous prenez pas la tête, on révise quel module ou quel module. Là, effectivement, c'est le module 2 et le module 1. Mais vous allez voir, on va dévier sur le bloc 2. Donc, ne vous cassez pas la tête. Là, simplement, vous répondez aux questions. Point final. Qu'est-ce qui favorise la dépendance? Allez-y. Allez-y gaiement, j'en veux plein. On fait les fiches ensemble. Si vous voulez pas écrire, c'est pas grave. Ces fiches-là, vous allez les revoir. Je vais vous les donner. Elles seront sur la plateforme et sur les posts YouTube. Exactement. L'âge, c'est-à-dire, quand tu dis l'âge, c'est-à-dire la dénutrition, va plus profond. L'âge, la pathologie, les pathologies, oui. Pourquoi c'est pas en automatique? Allez-y, il y en a beaucoup, hein. L'environnement, plus profond. Très bien. Isolement social, super réponse. Allez-y, j'en veux beaucoup là. On rigole pas, c'est pour vivre seul. Très bien, Aline. Manque de stimulation. Ok, allez-y, l'obésité. Oh, j'ai oublié d'envoyer sur le groupe VAE. Sédentarité. Sédentarité, isolement, oui. Perte d'un proche. C'est bien, perte d'un proche. J'attends quelque chose d'autre derrière, la perte d'un proche. Ah, super Titi. Rentrer en institut. Alors, YouTube. Merci beaucoup. Le syndrome, c'est ça que j'attendais. Syndrome dépressif. Il y a beaucoup de choses, hein, vous allez voir où je vous emmène. Le handicap. Handicap, pathologie, tout ça, oui. La fragilité. La fragilité. Il y a beaucoup, hein. On rigole pas, là. L'anxiété, dépression, la fragilité. Excusez-moi, si je crie, je suis sourde de l'oreille gauche. Vous baissez simplement le son. Je n'arrive pas à gérer mon intonation de voix. Manque d'un aidant. Intéressant, ça. Intéressant. Ok. Isolement social, perte d'un proche, syndrome de glissement. Ah, c'est super. Ok, syndrome de glissement. Perte d'estime de soi, perte de confiance, perte d'estime de soi. Ouais. Je regarde en même temps sur YouTube. Perte de poids, rentrer en institut, le vieillissement, ouais, on avait dit l'âge, le vieillissement, la maladie, les pathologies, manque d'élan vital, le manque d'autonomie, perte d'un proche, isolement, sédentarité, je crois que je l'avais mis, ouais, obésité, dépression. Bonjour Rose. Financement. Intéressant. Ok. Vous voyez, vous en avez mis pas mal. Je répète, l'âge, le vieillissement. Ok, la dénutrition, les pathologies, l'environnement, l'isolement social, vivre seul, hein, ça c'est hyper important. Le manque de stimulation, on va y revenir tout à l'heure. La sédentarité, perte d'un proche, rentrer en institut, on reviendra également tout à l'heure. Syndrome de dépression, oui, handicap, la fragilité, manque des aidants, syndrome de glissement, perte d'estime de soi, le financement. C'est hyper intéressant, tout ça. Donc, là, vous avez mis tous les facteurs de risque. On est d'accord. Alors, vous
vous. Maintenant, on va prendre un cas. Là, c'était important de cibler tout ce qui va favoriser cette dépendance. Maintenant, on va faire un cas. Pour ceux qui... J'aime pas déchirer les pages. C'est un truc que je déteste faire. Ça abîme le cahier. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on va travailler un petit peu sur ça. D'accord? On va prendre quelques facteurs de risque. Et on va... Les troubles moteurs, la charge mentale, ouais. La dépression, tout ça, ouais. Alors, on va en prendre quelques-uns. Et par rapport à certaines choses, certains facteurs, on va mettre des actions en place. L'objectif est de maximiser le rôle aide-soignant avant d'aller courir voir l'IDE et avant de faire des transmissions. OK? Donc, il y a un élément qui me tient à cœur. Je ne sais plus c'est qui l'a noté. Mais elle avait dit, et j'ai pas de stabilo, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'encarderai sur l'ordinateur. Le manque de stimulation. Alors, la personne qui a dit ça, où est-ce qu'elle voulait en venir? Quand vous voyez, donc le facteur de dépendance, elle a dit le manque de stimulation, c'est-à-dire... Vous allez voir, là, c'est un peu gnangnan, mais vous allez vite vous en rendre compte qu'après, on révise dans le concret. Quand on dit manque de stimulation, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça que je veux. Manque de stimulation. La personne a dit manque de stimulation pour un facteur de risque de dépendance, c'est-à-dire ne pas faire à la place de... C'est intéressant, ça. Donc, ne pas faire à la place de et quoi d'autre? Favoriser l'autonomie, l'encouragement. Très bien. Ne pas favoriser son autonomie, manque de stimulation. OK. Donc, OK. Maintenir les acquis. Ne pas tout faire à sa place. C'est hyper important, ça. Le fait est que, bon, bref, on vient à autre chose. Je vais prendre un cas. Madame X est rentrée en EHPAD suite à des chutes répétées. Voilà, elle a eu une opération du col du fémur et aujourd'hui, elle a cette perte de confiance en elle. Donc, depuis son entrée en EHPAD, cette personne demande à ce qu'on l'accompagne pour aller faire sa toilette. Avec le temps, Madame X perd de plus en plus d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à lui faire à sa place et non pas la laisser faire elle-même des actes en fonction de ses capacités. Quel va être le rôle aide-soignant pour que cette personne puisse retrouver son niveau, son degré, son niveau de dépendance et qu'elle soit qu'elle soit autonome pour certains actes et qu'elle soit moins dépendante de l'homme. Quel rôle aide-soignant nous devrons faire pour que cette personne ait plus confiance en elle, qu'elle puisse retrouver un degré d'autonomie, voilà, plus favorable et qu'elle soit moins dépendante de l'homme. Qu'est-ce que je fais? Donc, tu vas la stimuler. Alors, comment vas-tu la stimuler? Tu vas l'encourager. D'accord. Pourquoi tu l'encourages? Tu vas la valoriser. Oui, exactement. On dit que cette personne, due à ses chutes, elle a cette perte de confiance en elle. Elle se laisse aller progressivement et on lui fait beaucoup d'actes qu'elle est en capacité à faire seule, on lui fait. Donc là, il va falloir faire quoi? La faire participer. Il faut qu'elle soit actrice de ses actes, la rassurer. Exactement, la remercier. C'est intéressant ce que tu dis. L'encourager, exactement. Il faut communiquer. Comment vas-tu communiquer avec cette dame? Il faut l'éduquer, c'est-à-dire, on va la faire participer. OK. L'encourager, lui proposer de faire son visage, le haut, etc. en fonction de ses capacités.
Ok. Alors, comment, vu qu'elle est rentrée dans une dépendance, vu que cette dame est rentrée dans une dépendance et qu'on a tendance à faire beaucoup d'actes, qu'elle est en capacité de faire seule, hein? Alors, comment vous, en tant qu'aide-soignant, vous allez donc évaluer, accompagner, comment vous allez faire? Puisque là, ça dure tous les jours, tout le monde, on fait tout à sa place, alors qu'elle est en capacité. Lui montrer en douceur, éduquer à faire par elle-même, communiquer positivement, lui mettre en valeur, exactement, la questionner sur ses habitudes de vie, lui demander ce qu'elle aime faire. Ouais, ce qu'elle peut faire en aide, la guider, l'accompagner, proposer à faire son visage, communiquer, exactement. Alors quand vous parlez de communiquer, en fait, je veux quelque chose. Alors tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit positive, mais en fait, j'attends quelque chose qui soit en lien avec la communication. Il y a une communication, il y a une écoute qui doit être adaptée. La regarder, ce qu'elle peut faire. Très bien, c'est exactement ça. Évaluer, donc évaluer ses capacités du jour. Voilà. Là, je vous ai dit tout simplement qu'elle est capable de faire, mais qu'elle est tellement rentrée dans dépendance. Là où j'aurais pu dire, c'est que, en gros, l'aide-soignant ne sait plus réellement de quoi elle est capable de faire. Donc, il faudra que l'aide-soignant fasse quelque chose. Il va falloir l'observer également. Ouais, il va falloir l'observer, la stimuler, la valoriser, l'encourager, la rééduquer, lui faire comprendre que elle peut faire des choses. Peut-être que aujourd'hui, avec cette perte de confiance en elle, elle estime qu'elle ne peut pas faire certaines choses alors qu'elle est en capacité. Donc l'aide-soignante doit évaluer, elle doit la stimuler. Quand elle a stimulé, quand la personne fait, elle doit absolument évaluer ses capacités. Mais il y a un élément qui va être primordial. Vous allez donc évaluer. Mais pour qu'il y ait une continuité de ces actes afin de favoriser l'autonomie de cette personne, il faudra faire quoi? Parce que vous faites ça. Mais vos collègues, comment ils font? Psychologue. Ah oui, on peut lui proposer. Alors, on n'impose pas, mais on peut lui proposer, si elle le souhaite. Travailler d'équipe avec la patiente. Exactement, c'est un travail d'équipe parce que ça, on replonge vite dans les mauvaises habitudes. Exactement, c'est un travail d'équipe. Il va falloir faire une transmission, une note, alors que ça soit orale, mais aussi écrite, sur ce que peut faire cette dame, afin de garder cette continuité, hein, cette continuité de prise en soin, donc d'accompagnement, afin que celle-ci gagne confiance en elle et qu'elle puisse systématiquement faire ces actes qu'elle est en capacité de faire. Oui, on peut lui proposer l'ergo. Ouais, c'est bien. Adapter son point de soin. Exactement. Un travail d'équipe ensemble parce que vous allez mener cette action. Mais la collègue, ça se trouve que vous allez la solliciter, mais la collègue à côté, le lendemain, elle va tout faire. Donc, en gros, c'est pas que ça sert à rien. C'est que, la personne ne va pas forcément comprendre. Elle va dire, bon, Héloïse, aujourd'hui, elle m'a stimulée, mais bon, demain, Brigitte, elle va tout faire à ma place. Il y en a, ils aiment beaucoup quand on fasse tout à leur place. Vous savez pas, mais ça peut aller vite, hein, tout ça. Hein. Ok. Donc là, on a dit beaucoup de choses. L'encourager, la stimuler, la valoriser, le communiquer. Donc moi, ce que j'attendais, c'est la communication, l'écoute active, la communication positive, ça, l'éduquer, évaluer ses capacités du jour, observer, lui proposer, travailler, donc lui proposer une personne qui sera à l'écoute, tel psychologue ou autre, par rapport à ses angoisses ou autre. Travail d'équipe, parce qu'effectivement, vous allez mener une action. Cette action, elle a pour but de préserver l'autonomie de la personne. C'est l'objectif, hein, finalement. Eh bien, il faut que c'est une continuité et que les collègues aussi font les mêmes choses que vous.
Donc voilà, transmission, etc. Ok, lorsqu'une personne est de plus en plus dépendante, quelles pourraient être les conséquences pour cette personne? Donc, imaginons cette dame, hein, elle est dépendante alors que honnêtement, elle est en capacité de faire, mais aujourd'hui, on fait tout à sa place. Quelles pourraient être les conséquences pour cette personne? Très intéressant. Donc là, dans les graves cas, syndrome de glissement. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci beaucoup. Perte de la motricité. Ouais. Perte d'autonomie. Ouais. Ouais. La personne risque de se dégrader. Ouais. Perte de toutes ses capacités. Ouais. Ouais. Ah, intéressant, on me parle d'escar, l'isolement social. Alors moi, là, ce que je veux, j'aurais dû le préciser, c'est l'état psychologique de la patiente. Vraiment. N'hésitez pas à aller dans l'extrême. Alors, il y a un mot, il y a certains mots, vous mettez juste la lettre, je vais comprendre. Mais moi, je veux que vous ciblez pas forcément l'état physique. Je veux que vous ciblez l'état psychologique de la personne. Merci. La dépression. Ok. Ah, manque d'appétit. C'est intéressant ça. Hein. Trouble de l'humeur. Merci beaucoup. Le refus de soins. C'est bien, Naïs. La mélancolie. Oh, c'est un beau mot, ça. Ça faisait longtemps que je l'écoutais pas, ce mot. L'anxiété, l'isolement, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même assez grave de priver un homme, peu importe l'âge, hein, mais une personne âgée encore pire, on va dire, c'est hyper dangereux de priver un homme de ses capacités alors que celui-ci en est capable. Puisqu'on rentre dans je fais attention à mes mots, mais on rentre dans son état psychologique. On accepte alors qu'on ne devrait pas. Cette personne, elle a chuté de nombreuses fois, elle s'est fait hospitaliser, elle a du coup contracté cette angoisse due à son accompagnement. Petit à petit, les aides-soignants ont fait beaucoup de soins à la place de cette personne pour diverses raisons. Hein. Ça peut être pour sous-effectif ou autre, et donc ne pas solliciter cette personne en soi. Cette personne, c'est son corps, ça lui appartient. Et pour tout être humain, peu importe l'âge, lorsque celui-ci pense que son corps, elle n'en a plus le pouvoir, eh bien, va sombrer lentement et parfois rapidement. C'est pour ça qu'on voit des personnes rentrer en dépression, des dénutritions. On voit également des personnes faisant des syndromes de glissement. Je ne sers à rien. Même me laver, même faire certaines choses, je ne suis plus en capacité, ou on ne me laisse pas faire. Que ça soit volontaire ou involontaire, on ne me laisse pas faire. Je n'ai plus pouvoir sur mon corps. Je ne sers à rien dans ce monde. À quoi bon y rester? Je suis désolée, c'est dur, mais c'est la réalité. Donc, la perte d'autonomie, lorsqu'on favorise la dépendance, nous avions un rôle important, nous, aides-soignants. Quand on favorise cette dépendance, on met à risque que cette personne sombre. Certains d'entre nous, on est acteurs de certains décès. Voilà, je suis désolée, module 2, c'est le cours. Non, là, ils vont pas être contents, mais tu te rends compte, on est en sous-effectif.
Bah oui, mais c'est le cours, hein. Donc il faut qu'on y passe. Je suis désolée. Vous passez votre VAE, vous passez votre VAE. Donc, sachez une chose, je l'ai dit plusieurs fois, pour ceux qui passent la VAE, vous avez le module 2 et le module 1, où vous allez décrire un soin de nursing, je répète encore une fois parce qu'il faut que ça rentre dans votre tête. Vous allez décrire un soin de nursing. Si vous favorisez pas l'autonomie de la personne, ses capacités, que vous n'évaluez pas les capacités du jour de la personne, eh bien, je suis désolée pour vous. C'est éliminatoire. Mais en plus, l'activité 1 est éliminée, mais l'activité 2 aussi est éliminée. Vous privez la personne d'avoir le pouvoir sur son corps. Maltraitance. L'activité 11 également. Donc voilà, je vous dis les choses, vous les prenez comme vous voulez. Moi, je suis là pour vous conseiller. C'est le cours module 2. On y est. Je voulais vous parler de ça. Donc ça, c'était la dépendance. La personne n'aura plus goût à la vie. N'aura plus goût à la vie. C'est horrible. Je tenais à vous dire, je me fais hospitaliser dans quelques jours. Je serai dans une situation où je vais être en vulnérabilité. Si vous me voyez que je suis votre patiente, je suis en dépression, que je suis pas bien, merci de ne pas oublier ce qu'on a vu ici. Parce que l'état psychologique de la personne est hyper important. Vous êtes aussi là pour détecter, évaluer. Et alors sollicitez-moi, sollicitez les patients à faire des choses en fonction de leurs capacités. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne plus avoir le contrôle de son propre corps. Merci. Bon, c'est important pour moi. C'est pas. Voilà. Donc, on est OK. Ouais. Exactement. Un petit truc peut être un grand truc pour les patients. Alors, que ça soit des personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est important de favoriser l'autonomie. C'est compliqué au niveau de la prise en soin parce qu'ils ont plus ce repère quand c'est en stade avancé. Vous connaissez l'effet miroir? On lui rappelle chaque action. On fait en même temps que la personne. Mais surtout, on lui donne cette opportunité d'attraper son autonomie. Même si demain, elle est complètement désorientée et que c'est impossible, mais aujourd'hui, on essaye d'attraper son autonomie. C'est hyper important. Même si elle a des troubles cognitifs, c'est une personne. C'est un humain. Merci beaucoup, Marie. Donc, OK, on est OK. On avance. Allez, hop, 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 on avance. Les filles, je vais vous les préparer. Je vais vous les mettre sur PDF. Je les mettrai en story. Je vous invite à aller sur YouTube, vous abonner. Je les mettrai sur post. Vous pouvez les scrimer, imprimer ce que vous voulez, vous les découpez. Et ceux qui ont la plateforme, les fiches à 1 euro, je vous les rajoute dans la plateforme en PDF. OK? On est d'accord. Donc, OK. Tout à l'heure, il y avait une personne qui me parlait d'escar. On est d'accord? Vous avez un patient, un résident. Patient, un résident, qui est alité. Voilà, cette personne ne peut se lever, qui est alité. Elle est à risque de beaucoup de choses. Quels sont ces risques? Pour une personne qui est alitée, quels vont être ces risques? Oui, je mettrai les fiches sur l'académie, justement. Je voulais partager le live, si tu peux le faire, Aline, parce que je voulais partager le live sur l'académie, mais c'est hyper important pour vous aussi, hein. Ouais. Alors, une personne qui est alitée. Allez, on y va, on essaye de faire vite parce que l'heure tourne. Donc, une personne qui est alitée, quel est son risque? Alors, risque d'escar, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Risque d'escar, perte, merci beaucoup. Perte musculaire, super Mimi. Je te vois beaucoup, je crois que c'est toi que je te vois beaucoup sur mes vidéos, tu commentes. Ah, je me rappelle. Allez, risque pour une personne qui est alitée, j'en veux beaucoup.
Ah, c'est bien, Tati. Tu peux m'envoyer un message que je puisse après te noter. C'est intéressant, ça. Mobilité altérée, oui. Ah, c'est pas grave. Attends, 2 secondes, je vais partager au groupe. Bon, je l'ai fait. Oui, alors risque d'escar. Merci beaucoup. Alors ça, on s'en rappelle. Hein, risque lié au décubitus. Hein, c'est important. Désynchronisation, risque d'altération. J'aime beaucoup le mot. Hein, altération de l'état cutané. Une personne qui a alité, les collègues, une personne alité, elle ne marche pas, elle ne fait pas circuler, son sang là, elle est allongée tout le temps. Pour ceux qui sont hospitalisés, qu'est-ce qu'on vous fait d'ailleurs? Des fois, on vous met quelque chose, et je peux pas le dire, ou sinon je vous donne la réponse. Une personne qui est alitée, il y a un risque de quelque chose là. Moi, je l'attends celui-ci là. Merci beaucoup. Flébite. Merci, thrombose. Allez, on y va. Eh, c'est hyper important, ça. On ne l'oublie pas, hein. On n'oublie pas ce genre de choses. Oui, il y a des troubles circulatoires. Donc, vous voyez, il n'y a pas que l'escar, hein. Il n'y a pas que l'escar, il y a d'autres risques derrière, hein. On est d'accord? Merci beaucoup. Il y a le trouble du transit. C'est important, ça. Alors là, du coup, vous avez un rôle très très puissant là, parce que là, vous avez une personnalité, c'est pas que l'escar, on vérifie pas que l'état cutané là, hein, on vérifie autre chose. Merci beaucoup. Alors, risque de infection urinaire, thrombose, trouble du transit, infection cutanée, donc altération de l'état cutané. Voilà, on a beaucoup de choses. Filtrer les commentaires similaires à ceux qu'ils ont notés sont notés communauté à signaler. Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Ok, trouble du transit, asthénie. Alors, je suis allaitée, c'est pareil. Purée, on vous met allaitée là. Il n'y a pas que l'état clinique. Hein. Je suis allaitée, je ne peux pas me lever. Oh purée! Merci beaucoup. L'estime de toi, la dépression. Mais on va dans l'extrême, on s'en fout, on y va. Hein. De toute façon, c'est ça. Hein. La baisse de morale, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, temporal, disposition des affaires, dépression, syndrome de glissement, la baisse de morale, la dépression. Voilà, c'est pas grave. Même si vous pensez que c'est trop extrême, bah, il y a un risque. Et parfois, certains risques sont des extrêmes. Donc voilà, la personne est alitée. Peu importe l'âge, on peut être alité jeune comme, on sait pas, hein, il n'y a pas d'âge pour être alité. Elle est alitée. Alors effectivement, il y a un risque, hein, phlébite, transit, escar, tatati, tatata. Mais aussi, la personne est alitée. Elle ne peut pas aller aux toilettes, voilà. Elle doit rester au lit, peu importe l'âge. Alors les jeunes adultes, c'est très compliqué, hein. Là, ça va pas, hein. Ça va pas du tout. On est d'accord, hein. Exactement, repli de soi. Également, oui, l'état psychologique. Très bien. Ok, on va commencer par l'escar. Je note pour vous. Si vous voulez pas noter, vous notez pas. Je ferai vos fiches, mais je veux que vous participez. Ok, l'escar. On commence par l'escar. C'est quoi? Quelle est la définition de l'escar? Après les stades. Antonin! Quelle est la définition de l'escar? Ouais, manque de sommeil, c'est bien ça aussi.
Alors, c'est une rougeur, mais cette rougeur, elle est pas comme toutes les rougeurs. Elle a quelque chose de particulier, cette rougeur. Avant d'aller dans la nécrose, de toute façon, il y a quelque chose avant. Donc, une rougeur qui ne part pas. Ok, ok, ok. C'est pas tout à fait ça que je veux. Je veux une définition de l'escar. Il y a un test au niveau de la pression, oui. C'est une plaie. Alors comment on en arrive là? Voilà. L'escar, c'est quoi? C'est quoi l'escar? Les points d'appui. Il y a des choses bien, en fait, c'est des morceaux, des morceaux de petites choses. On pourra en faire une définition finalement. Une perturbation de l'état cutané, attention, à cause, par exemple, des draps mal pliés. Ouais, on est bon là. Tissu n'est plus irrigué. Allez-y, c'est une compression. On pourra en faire une définition là. Hein. C'est quand la peau, hein, l'état cutané, est longtemps positionné sur un plan dur ou qu'il y a un frottement ou une compression. D'accord? Donc le sang n'est plus irrigué. On va s'en apercevoir lorsque ça fait quoi? Donc certaines personnes m'ont parlé de rougeur. Mais attention, c'est pas n'importe quelle rougeur, hein. Parce qu'une rougeur, ça peut être juste une petite irritation, voilà. C'est pas n'importe quelle rougeur. Celle-ci, elle a quelque chose de particulier. Donc elle va commencer par la rougeur. Donc on va visualiser que la personne a un début d'escar grâce à une rougeur, mais elle est spéciale cette rougeur. Elle est spéciale. Alors, lésion cutanée, c'est comme un trou. Mais avant le trou, tu sais, il y a plusieurs stades. Et on va voir l'apparition au début d'une rougeur. Mais cette rougeur, elle a quelque chose. Elle est spéciale. Ah oui, ah voilà. Ouais, rougeur, voilà. Ça s'appelle la rougeur persistante. Hein, elle persiste, cette rougeur. C'est une rougeur persistante. Ok. Donc celle-ci, la rougeur persistante, c'est le début. Hein. On dit que c'est le stade 1. Ok. Il y a combien de stades? Coucou Rémi. Il y a combien de stades? Il y en a 4. Ah bah alors bah je t'attends, Sandra. Anaïs, je vous attends. Il y a 4 stades. Bah il va falloir me les dire. Ok. Keïtia, bah j'attends. Donc il y a 4 stades. Bah alors, quels sont-elles ces 4 stades? Elle ne disparaît pas à la levée de l'appui, exactement. Attends, mais comment on épingle? Moi, j'ai pas de modérateur. C'est chiant, ça. Exactement. Donc, il y a 4 stades. Mais moi, je veux que vous me les décrivez. Voilà. Hein. Alors, oui, Aline, la rougeur. Alors, quand vous dites le premier stade, n'oubliez pas, rougeur persistante. C'est pas n'importe quelle rougeur. Rougeur persistante, la phlyctène, la nécrose et la nécrose profonde. Alors là, la nécrose profonde, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous aviez, si vous avez vu des escars, chaque phase, chaque stade, mais c'est quand même impressionnant. Ça peut aussi, hein, bah oui, ça ressort quand même une odeur, hein, en létus humant, c'est normal, assez particulière. Voilà. Phlyctène, voilà. Nécrose, phase ulcération persistante sans infraction cutanée, ulcération. Alors là, les histoires d'escar, vous devez impérativement connaître la définition. Voilà, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Vous devez impérativement connaître tous les stades. Ouais. Et après, on va voir les rôles aides-soignants. Que vous soyez en VAE ou que vous soyez aide-soignant, de toute façon, que vous passez le diplôme ou que vous avez déjà le diplôme en main ou que, voilà, on s'en fout, ou que vous n'avez pas de diplôme, on s'en fout. Sur le terrain, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que l'escar, à quel stade, donc combien y a-t-il de stades, et surtout quels sont vos rôles.
Je suis très dure avec ça. Je vous le dis sincèrement, c'est un truc, franchement, je fais pas de cadeaux. Parce qu'il faut savoir que surtout dans les structures type EHPAD, MAS et tout ça, le taux de mortalité par rapport aux escarres, c'est désastreux. Plus on avance dans le temps, plus c'est un vrai bordel. Tout ça parce qu'il y a des personnes, et ça, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là, n'ont pas forcément été formées sur les actions et sur la détectation des stades. Et ça, il faut faire hyper attention à ça, s'il vous plaît. L'état cutané des patients, des résidents, c'est hyper important. Vraiment, hein, je vous le dis sincèrement, on blague pas avec ça. Si vous êtes en VAE aide-soignant, on vous pose des questions, on commence à vous poser la question sur les escarres, ne faites absolument pas d'erreur sur votre rôle aide-soignant. Ne faites pas d'erreur, c'est sans pitié. Et j'aurais été jury VAE, je l'ai été une fois, mais je vous poserai la question de l'escarre. Je vous jure, je le dis, je suis désolée, je n'aurais pas fait de cadeau. Parce que c'est une chose, ça ne passe pas. Alors, quel va être votre rôle aide-soignant lorsque vous voyez le premier stade arriver sur un point d'appui d'une patiente ou d'une résidente? Dites-moi, quel est votre rôle aide-soignant? Je vous attends, il n'y a pas de honte. Ici, on apprend, on ne juge pas. Mais là, il faut que ça rentre. Vraiment, il faut que ça rentre. Alors, est-ce que j'effleure au premier stade? Qu'est-ce que je fais? Alors, il y en a, ils me parlent de décharge. Il y en a, ils me parlent d'effleurage. Alors, qu'est-ce que je fais? Gardez ça en tête. Vraiment, gardez ça en tête. Diplôme ou pas diplôme, on s'en fout. Vous gardez ça en tête. Surveillance hydrique. Alimentaire. Je reviendrai, j'ai pas ton nom. Hydrique, alimentaire. J'ai pas ton nom, mais effleurage, c'est une prévention. Merci beaucoup, Mimi. Changement de position tout de suite, effleurage. Alors, est-ce que je pose une question, vous me dites oui ou non? Je sais même pas comment on fait les sondages. Attends, si, je l'ai fait une fois. Bon, ça va me prendre la tête. Laissez tomber. Pour ceux qui sont pour l'effleurage au premier stade, vous mettez oui. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'effleurage au premier stade, vous mettez non. Ceux qui font des effleurages au premier stade, c'est-à-dire la rougeur persistante, vous mettez oui. Et ceux qui ne font pas d'effleurage au premier stade, vous me mettez non. Il faut que je fasse un sondage. C'est hyper important ça, je vous assure. Je vous assure. Alors attends, sondage. Pourquoi j'ai pas de modérateur là? Pourquoi? Voilà. Alors, vous avez le bonhomme qui sourit pour dire oui, je fais des effleurages, et le bonhomme qui pleure, non, je fais pas d'effleurage. Donc, pour TikTok, c'est les bonhommes. Pour sur YouTube, c'est oui pour l'effleurage au premier stade et non pour l'effleurage. Allez-y. Oui, le bonhomme qui sourit pour l'effleurage. Non, le bonhomme qui pleure pour l'effleurage. C'est hyper important, ça. Hein. Allez, oui pour l'effleurage, non pour pas l'effleurage. Donc, on parle du premier stade, la rougeur persistante. Oui pour l'effleurage, non pour... je sais pas comment on scream. Ah, moi, il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un, c'est pas possible. Oui pour l'effleurage, non pour pas l'effleurage. Allez-y, il reste que 3 secondes. Oui pour l'effleurage, non pour pas faire d'effleurage. Voilà, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de jugement ici. Il n'y a aucun jugement. On ne pointe pas du doigt. On est ici pour apprendre. Donc, il y a, je crois, 17 personnes pour l'effleurage. Et il y a, je crois, 15 ou 16 personnes, j'ai pas vu, pour non pas d'effleurage. Donc, vous voyez, on est au même niveau. On est au même niveau. Alors, je vous le dis, il n'y a pas de honte parce que beaucoup ne sont pas formés, ne sont pas informés de l'action qu'il faut mener pour les escarres. Alors que le taux de mortalité par rapport à ça, c'est une catastrophe. Alors, prévention d'escarres, on entend prévention, prévenir. 2 secondes, j'ai une ranouna. Ah, je vais faire la dégueulasse, là encore. Alors, prévention d'escarres, c'est prévenir avant l'apparition du premier stade.
D'accord? Donc, on ne fait surtout, et les gens, si vous, alors par contre, là, vous avez le droit de noter. Que vous êtes diplômé, que vous allez avoir le diplôme ou pas, vous prenez en soin, peu importe, ASH, AVS, ou je sais pas, vous notez ça, vous êtes à domicile. On ne fait absolument pas d'effleurage pour une personne qui est au premier stade d'escar. Jamais. Il faut jamais dire, on ne fait pas. Là, vous avez vu, au niveau du sondage, il y a beaucoup de personnes qui font des effleurages. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas forcément de votre faute parce que vous n'êtes pas forcément formé, vous n'êtes pas forcément informé de votre rôle par rapport à ça. On ne fait jamais d'effleurage et encore moins avec de l'huile sur un patient ayant déjà le premier stage d'escar. Jamais. S'il vous plaît, on ne fait plus ça. Vraiment, c'est un truc, ça ne passe pas. Ceux qui sont en VAE, ça passe pas. On fait plus d'effleurage. Alors, vu qu'on fait plus d'effleurage, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Vu qu'on fait plus d'effleurage, qu'est-ce qu'on va faire à la place? J'effleure plus le point d'appui parce que j'ai déjà l'apparition du premier stade. Donc, qu'est-ce que je fais à la place? Ah, on me parle de changement de position. Change de position. Alors attention, les aides-soignants. Après, je sais qu'il y a des infirmiers, on pourra leur poser la question, eux, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Les aides-soignants, qu'est-ce que vous faites? Alors, hydratation, ouais. Alors là, c'est au niveau de la position, hein. Donc là, effectivement, je vais changer de position. J'ai mon loulou qui a fait une bêtise, ça je suis sûre. Coucou, il se fait gronder. Changement de position. Alors, attendez, je vais vite fait voir mon... Allez, hop. Je reste pas longtemps. Mon devoir de mère va... voilà. Ça y est. Mettre en... Alors, je n'effleure plus avec de l'huile. Du coup, je vais mettre en décharge. En gros, l'objectif, c'est que le membre qui a été déjà, qui est rouge, hein, la rougeur persistante, donc le premier stade, l'objectif est qu'il ne soit pas sur un plan dur. Donc, quand on dit on met en décharge, c'est que ce membre-là soit pas sur un plan dur. Ah oui, moi, mon fils, c'est comme sa mère, hein, il est... c'est Pompélope, hein. C'est Pompélope. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui me... Oh, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui parle de Branden. C'est quoi Branden? Donc, effectivement, après, on parlera de l'alimentation, de l'apport hydrique. C'est hyper important. La mobilisation, utiliser le matériel à dispo, coussin, matelas, anti-escar, effectivement. Matelas à air. Ah oui, on va parler des pansements, mais on va laisser les infirmiers après dire, parce que je sais qu'il y a des infirmiers, leur rôle aussi, qui est hyper importante et qu'il faut savoir. Alors, Branden, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Branden. Exactement. C'est l'échelle pour savoir à quel risque on est exposé à avoir un escar. Oui, exactement. Ça permet d'évaluer. D'accord? Voilà, ok.
Alors, on est d'accord, on n'effleure plus avec de l'huile, c'est rentré dans le cerveau, on commence pas les bêtises. Ça maintenant, vous le savez, ceux qui sont là, qui me regardez, s'il vous plaît, je vous le demande, s'il vous plaît. Au premier stade, on n'effleure plus et encore moins avec de l'escar. On va mettre le membre en décharge, on va le changer de position, on va bien tirer les draps, hein, on va éviter tout ce qui est frottement. On va évaluer, que ce soit la douleur ou le niveau. On va surveiller l'avancée. Il y a une personne qui a parlé de l'apport hydrique et l'alimentation qui est hyper importante. Hein? L'alimentation et l'apport hydrique. Alors, cette personne, elle est alitée. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement, il y a ce risque au niveau des escarres, mais on a dit qu'il y avait beaucoup d'autres risques. Oui, vous pouvez le voir parce que je suis en même temps sur YouTube. Donc, ça sera enregistré automatiquement sur YouTube. Mais comment se fait-il que vous vous connectez à l'heure du repas? Normalement, ça devrait être le contraire. Oh, vrai, ça tombe encore. Normalement, ça devrait être le contraire. Ouais. Alors, concernant le matelas air, est-ce que vous, en tant qu'aide-soignant, vous êtes habilité à prendre la décision d'aller chercher un matelas et de le changer, voilà, par vous-même? Est-ce que vous, en tant qu'aide-soignant, vous pouvez prendre l'initiative, là, tout de suite? Oh, une rougeur persistante. Je vais aller chercher un matelas. Je vais poser mon matelas. Non, bien sûr, c'est l'équipe, hein. Hein, voilà. Bon, là, on a vu un petit peu le rôle AS. Moi, je voulais vraiment pointer sur les fleurages. Est-ce que l'aide-soignant est habilité à mettre un pansement? Les infirmiers je sais qu'il y a des infirmiers ou futurs infirmiers. Les infirmiers, est-ce que l'aide-soignant est habilité à mettre un pansement? Ouais, c'est rôle infirmier, hein. Donc voilà, là, l'aide-soignant va faire ça. Mais quel va être le rôle de l'infirmier? Est-ce que vous savez, c'est important, même si vous c'est pas votre rôle, hein, être soignant, mais n'oubliez pas, vos actes aujourd'hui ressortent du rôle propre de l'infirmier. Et il est important de savoir, bah, qu'est-ce qui fait l'infirmier? Eh oui. Donc l'infirmier, lui, va faire quoi? Vous savez ce que vous allez faire, mais est-ce que vous savez ce que l'infirmier va faire? Ceux qui vous osent m'envoyer un message en me disant ouais ben c'est pas moi, je m'en fous. Non, on s'en fout pas. Il est important dans un travail comme ça de savoir votre rôle, mais aussi la continuité. L'infirmier va prendre un relais, va faire quelque chose, et il est important de savoir quelles sont ses actions. Hein? On éveille, hein. On éveille sa curiosité, c'est hyper important pour un bon travail, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'infirmier là? S'il y a des pansements à faire, il va le faire, il va faire les surveillances. Ouais, il va mesurer, il va prévenir. Ok. Exactement, il va évaluer le stade, l'évaluation de la douleur. Vous le faites, mais lui aussi va faire l'évaluation de la douleur. Et c'est un travail d'équipe. Ah ouais, c'est pas chacun pour soi, hein. Exactement. Oui, les pansements, c'est au rôle propre de l'infirmier. Oui. Alors, si je suis un petit peu pointilleuse avec vous et que je vous pose la question, l'infirmier fait quoi dans ces cas-là? Alors, encore, ce n'est pas encore dit. Ce n'est pas encore dit. Vous savez, en 2021, il y a eu un nouveau référentiel qui a été mis en place. On le voit bien, il y a de plus en plus, les infirmiers sont amenés à faire des choses qu'avant n'étaient pas censés faire, dont l'administratif. On le sait tous, on le voit. Hein.
vu que eux, ils augmentent aussi leur champ de compétences, il faut s'attendre que nous arrivons, les aides-soignants arrivent derrière pour prendre encore quelques rôles propres de l'infirmier. Je vous rappelle que l'aide-soignant, ce métier, a été créé à partir du rôle propre de l'infirmier. En général, c'est à peu près tous les 5 ans. À peu près. Tous les 5 ans qu'on va avoir ce qu'on appelle un nouveau référentiel. Plus l'infirmier augmente son champ de compétences, plus la sollicitation vis-à-vis des aides-soignants vont, voilà. Et c'est pareil pour les ASHQ. Ils vont aussi avoir des champs de compétences qui n'y étaient pas. Ils vont être formés pour pouvoir développer parce que l'AS va augmenter son champ de compétences parce que l'infirmier augmente également ses actes. Ce n'est pas encore dit. J'ai entendu que au premier stade, d'accord, au premier stade, il est fort possible que parfois, au niveau des pansements, l'aide-soignant peut être habilité à le faire. Pas maintenant. Donc, il faut, si je vous dis, c'est important d'éveiller sa curiosité par rapport au rôle propre de l'infirmier, c'est parce que d'ici quelques années, nous serons comme nos pays voisins, dont la Suisse. Vous allez être amené à faire des choses que aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité, mais demain vous allez être en capacité. Le clampage, le déclampage, ça rentre aussi dedans. Donc, intéressez-vous au maximum aux actes infirmiers. Alors, pas des choses complexes, nanana, mais parce que d'ici peu, vous allez être amené à faire des choses que aujourd'hui vous n'êtes pas habilité, mais demain vous serez habilité à le faire. C'est hyper important. On néglige pas ça. Je sais qu'il y en a, oui, mais moi je suis aide-soignante. Arrêtez donc de mettre ça, ancré dans votre tête. Vous allez beau faire les grilles, pas éveiller votre curiosité. Si c'est mis en fait. Et on n'oublie pas le rôle propre de l'infirmier. On a pris le rôle propre de l'infirmier pour faire le métier d'AS. Tous les 5 ans, le nouveau référentiel est étudié. Vous allez développer encore vos compétences à partir du métier des infirmiers et il faut être préparé. Et ça va arriver très prochainement. Je tiens également à alerter les VAE qui sont en train de faire leur dossier. N'attendez pas pour concevoir votre dossier. D'accord? Moi, je vous le dis sincèrement, quand le nouveau référentiel va être posté, les VAE, ça ne sera plus comme aujourd'hui. Vous allez, pour certains, même tous, et ça a été dit, devoir faire des stages obligatoires. Donc, vous devriez chercher vos employeurs, les employeurs qui voudront vous prendre en stage. Il va plus avoir cette facilité comme aujourd'hui pour les VAE. Donc, vous êtes en train de faire votre dossier, faites-le maintenant. N'attendez pas 2027, 2026, 2027. 2026, 2027, vous allez rentrer dans une couillonnade. On fait attention à ça. D'accord? Moi, je vous dis. Voilà. Donc, on fait gaffe, on s'intéresse à ce que l'IDEO fait, on essaye de travailler au maximum en collaboration. Le métier de chacun pour soi, ça n'existe pas dans le milieu de la santé. On travaille tous ensemble. C'est pareil pour ceux qui sont agents de soins hospitaliers. C'est exactement pareil. On le voit déjà sur le terrain. On vous forme de plus en plus en formation. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Si aujourd'hui vous êtes amené à faire des formations derrière, ce n'est pas anodin. Voilà. Oui, intéressez-vous, intéressez-vous. Ok. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de glissement? Alors, si vous êtes diplômé là, qui est un nouveau référentiel, vous avez le droit aux formations internes. Vous pouvez solliciter des organismes formateurs, faire jouer votre CPF ou demander à votre employeur, c'est votre droit, à vous mettre à niveau.
ceux qui font partie de l'ancien référentiel, pour certains, arrêtez donc de rester dans votre cocon. Aujourd'hui, ce n'est plus du soin de nursing que du soin de nursing. Il faut vous former et vous mettre à niveau. Et constamment, ne restez pas dans votre cocon. Sinon, vous allez être dans la merde. Alors, c'est quoi le syndrome de glissement? Exactement. Peut-être que je vais me connecter plus tard. Exactement. Elle se laisse totalement partir. Alors, comment elle va se laisser totalement partir, cette personne? Comment elle va se laisser partir, cette personne? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, le syndrome de glissement, c'est une personne qui se laisse partir. Ok, très bien. Voilà. Elle va plus s'alimenter. Elle va plus... parfois, elle ne parle plus. Elle va se laisser partir. Elle se laisse partir. Voilà. Vraiment, dans son état d'esprit, c'est la fin. C'est la fin. Elle refuse. Elle est dans le refus. Elle est dans le refus. Perte d'appétit. Ne s'alimente plus. Ne boit plus. Certains ne parleront plus. On regarde dans le vide. Se laisse partir, quoi. Ok. Donc, vous, exactement, l'élan vital, c'est bien dit ça. L'élan vital refuse le soin, tout ça. Ouais, ça en fait partie. Ah, je me déplace sur Paris, peut-être en y face Apple, non? Elle est dans le déni. Ouais. Des orientations physiques et psychologiques. Oui, c'est une personne qui se laisse totalement partir. Donc vous avez en face de vous une personne qui est pas un soin de confort. Hein, c'est une personne vraiment son état psychologique, ça va pas du tout. Vous êtes aide-soignant ou soignant. Vous allez faire comment face à cette personne puisqu'elle est dans le refus, elle ne vous parle pas, elle refuse de manger, elle refuse de prendre ses traitements, elle refuse de boire, elle a le regard dans le vide, elle ne veut plus rien faire, elle veut plus faire aucun effort. Vous faites quoi? Il y a une importance à détecter tout signe avant ce syndrome. C'est hyper important. Donc c'est pour ça que l'analyse est cruciale dans votre métier. Ah oui, elle veut plus faire quoi que ce soit, hein, elle se laisse vraiment partir. Je lui propose une thérapie. Admettons qu'elle ne veuille pas de thérapie. Psychologue, avertir, oui, vous allez donc avertir, communiquer, stimuler, essayer de communiquer avec elle. Alors si elle ne répond pas et que ne parle pas, est-ce que vous allez continuer à communiquer? Je passe le relais. À qui? À qui tu passes le relais? Il faut lui parler, d'accord? C'est compliqué le syndrome de glissement, hein. C'est pas simple, hein. L'IDE, mais l'IDE c'est pareil. Elle est en face de l'IDE. Il y a aussi des IDE qui sont là. Elle ne réagit plus. Elle ne veut plus de traitement. Elle ne veut plus qu'on prenne soin d'elle. Elle veut plus rien. Elle est dans un état où dans sa tête, elle ne veut faire aucun effort. Elle veut simplement partir. Que ça soit l'IDE ou que ça soit vous, qu'est-ce que vous faites? L'écoute active. Validation, réassurance, présence rassurante, allô psychologue, alliance avec les familles, bravo. Ah, la caresser, c'est quoi caresser? On respecte le droit du patient, on en parle. Alors, vous avez cette personne en face d'elle, en face de vous, vous allez accepter son choix de rien faire et laisser le temps passer comme ça dans cette situation. L'entourage.
Les proches aussi peuvent participer, hein, c'est un peu ça. Hein. Quand on voit que le soignant n'a pas de force pour essayer de parler avec la personne, on essaye de solliciter également la famille. Très bien. Ouais, c'est pas caresse, c'est toucher. Alors, vous allez privilégier, oui. Alors, la communication non verbale, le toucher, c'est pas chez tout le monde, hein. Faut faire attention au toucher. Il y en a, ils ne supportent pas le toucher. Moi, je suis par exemple une personne, on me touche pas. Dans le sens où ça me dérange pas voilà, mais je ne supporte pas une main sur mes épaules, par exemple. Donc, il faut faire attention avec le toucher. Il faut voir, il faut analyser la personne. Faut accepter. Si la personne a écrit oui, super, religion. Oui, la religion également, c'est important, c'est très bien. J'ai pas vu le nom, mais c'est important. Il y a des personnes qui sont religieux, catholiques, musulmans ou autres, et le fait est de leur plonger dans la religion, hein, parce qu'ils ont plus de raison de vie, hein, eh bien, ça va les aider. Ces moments de recueil, de lucidité, ça peut les aider. La présence également de la famille a un gros pouvoir, donc il faut aussi, il faut aussi savoir est-ce que la famille est bon pour lui, parce qu'il y a des familles qui sont toxiques, on va dire ce qui est. Donc on va voir si la famille, voilà, ils ont eu un bon rapport. Donc de toute façon, il faudra prévenir la famille et on va les solliciter. Il faut pas que ça aggrave la situation non plus, hein. Alors, comment toucher la personne sans que cela soit désagréable? Alors déjà, il y a des membres qu'il faut éviter de toucher direct. Par exemple, l'épaule. L'épaule, il y a certaines personnes, ils vont l'accepter. Mais moi, si je parle de ça, c'est que moi, on me touche pas l'épaule. C'est quelque chose que je ne supporte pas qu'on me fait ça. Vous voyez? Alors dans certaines communications, on dit le fait est de toucher l'épaule comme ça, c'est rassurant. Mais moi, pour ma part et pour beaucoup de personnes, le fait est de faire ça à une personne, beaucoup, c'est rabaissement, vous voyez? Ça, c'est rabaissement. On commence toujours par toucher la main. À partir de ça, on voit la réaction de la personne. Vous voyez? Toujours la main. On va pas dans le départ dans une caresse profonde. On va vraiment dans quelque chose de je pose ma main. Et si on voit que c'est ouvert au niveau de son regard, sa manière d'appréhender, enfin d'accepter la main, on peut faire des mouvements légers. Faut pas que ça soit, voyez, le toucher, c'est quelque chose de très complexe. Vous aimez le toucher, le contact humain, mais il y a aussi beaucoup d'humains qui ne supportent pas ça. Il faut faire attention à ça. On commence toujours par la main. On pose délicatement sa main, sans pression. Il faut que ça soit léger. On regarde bien l'acceptation du patient en face de nous. Si elle a le regard ouvert, qui vous regarde, qu'on voit que ça lui semble agréable, on peut légèrement caresser. Mais on ne commence pas à faire comme ça. D'accord? Parce que là, du coup, vous prenez son membre là. Là, c'est la totalité de son membre. Vous êtes intrusif. Là c'est trop. Là, c'est trop. Voilà. Faut faire attention. Ouais, toujours on commence par la main. Toujours. Exactement, faut respecter l'intimité de la personne. L'épaule, je répète, l'épaule, vous voyez quand vous faites comme ça, c'est un geste de rabaissement. Donc il y a certains formateurs en communication vont dire oui, l'acceptation de l'épaule, c'est bien de le faire. Mais voyez, vous faites ça, c'est du poids. C'est du poids. C'est hyper dérangeant. Moi c'est lourd. Donc en gros, tu me rabaisses, ça me met encore plus mal. Vous voyez, ça a un geste de terre. En gros, je m'enfonce sur la terre. Vous voyez? Je sais pas si vous faites le lien.
Quand on fait comme ça, mon petit, faut aller dormir. Tandis que comme ça, c'est la sympathie. Et si c'est ouvert, on peut faire comme ça. On fait attention. On fait attention à ce qu'on fait. Exactement, c'est l'intimidation. Alors vous allez voir des formateurs qui vont vous dire oui, le toucher à l'épaule, c'est bien, c'est bien. Mais moi, enfin, je sais pas. Essayez de tester ça. La communication non verbale, il faut aussi l'exercer. Il faut l'exercer parce que vous êtes comme ça, mais d'autres personnes sont différentes. Et c'est en exerçant, en analysant vos gestes envers la personne que vous allez comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire. Ça, vous allez avoir des réactions pas chouettes. Pas chouettes du tout. Où la personne tout de suite va avoir ce regard fermé. Elle me prend pour qui? Je suis son gosse ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Exactement, c'est un travail de loin. Le non-verbal, c'est pas forcément du toucher. La manière aussi comment vous allez vous positionner au niveau face aux patients ou aux résidents. Votre intonation de voix. Alors moi, je suis sourde, j'ai tendance à parler fort maintenant, mais c'est vrai d'avoir une voix calme, posée, un regard ouvert, vous voyez, et un sourire. Quand c'était le Covid, c'était compliqué parce que les gens, ils se fiaient aux yeux, mais pas forcément à la bouche. Le sourire, vous voyez, c'est agréable. Ça donne du peps. Quand vous avez en face de vous des personnes qui ont le syndrome de glissement, la dépression, vous avez qu'une seule solution, c'est de ramener dans la pièce un esprit positif. Si vous rentrez et que vous prenez l'énergie négative de la personne avant même de rentrer et que vous êtes négatif au niveau de votre posture, vous êtes fermé, ça va accentuer son état. Dans sa tête, purée, alors elle fait rien pour... elle me met encore plus mal que mal, quoi. Alors, elle mieux fait de pas rentrer dans cette chambre. Donc, plus vous allez ramener du positif, même si c'est pas en totalité, c'est comme si ça marchait en pourcentage. La personne, elle est à 10%. En 10% de positif. Juste vous rentrez dans la pièce et vous ramenez une énergie positive, elle va monter. Peut-être pas en accéléré, hein, mais allez, 15%. Et chaque jour comme ça, à chaque fois que vous rentrez comme ça, eh bien, elle va gagner parce que vous lui apportez quelque chose de bon. Et elle aura envie de votre présence. Et c'est ça qu'il faut. Oui, les animaux. Alors, les animaux sont acceptés en EHPAD. Ça va dépendre des EHPAD. Hein. Moi, je me suis déplacée pour former des salariés, et puis il y avait une poule. Alors là, c'était l'extrême parce que la poule, mon Dieu, j'adore les animaux, mais là, elle a fait des dégâts pas possibles. Mais franchement, la poule, nickel, hein. Elle a fait des dégâts, mais nickel. Et du coup, la résidente, elle adorait cette poule. C'était sa poule, c'était son bébé, et ils ont autorisé à ce que la poule vienne dans la chambre. Et il peut avoir aussi des chiens, des chats, mais ça va dépendre hein, de l'établissement. C'est très thérapeutique les animaux. Hein. Ceux qui sont dépressifs, comment dire, on peut leur donner un petit peu de positif avec les animaux. Les animaux ont une très bonne énergie. Je sais pas pour ceux qui connaissent, moi j'ai Bob et souvent Bob c'est ça, il est connu, on l'appelle Docteur Bob. C'est un chien que j'ai élevé, que j'ai dressé, hein, un labrador, et je le ramène dans les EHPAD. Et en fait, c'est hyper thérapeutique. Et souvent, je prends des personnes qui sont très dépressifs, anxieux. Et c'est vrai que tout de suite, l'énergie de l'animal, ça apporte quelque chose de bon. Et à chaque fois qu'on part avec Bob, les soignants ils disent Héloïse, c'est quand vous venez parce que franchement la personne elle était plus souriante, elle était dans l'acceptation et c'est vraiment un pouvoir thérapeutique les animaux. Pourquoi t'es perdu Loulou? Ouais, ils aiment beaucoup les animaux, les personnes âgées. T'es perdu, pourquoi Loulou? T'es perdu, moi aussi là je suis perdue. Ah, on était où là? Vous voyez comment je suis.
C'est de votre faute, hein. Bon, ok. Je sais pas où j'en étais. Ok, la phlébite, c'est quoi la phlébite? C'est quoi la phlébite? Drôle de mot, hein. C'est quoi la phlébite? Donc, on parlait des personnalités. Donc, effectivement, les personnalités sont à risque de phlébite. Mais c'est quoi ça? C'est un caillot de sang qui se loge où? Inflammation de la veine, accumulation anormale de liquide, c'est une coagulation de sang, un caillot de sang. Qu'est-ce que c'est que la phlébite? Alors, les veines. Ah, c'est-à-dire, on parle de veines. Alors, caillot de sang qui bloque la veine. Ah, la jambe, thrombose veineuse, caillot de sang dans la veine. Au niveau des mollets, qu'est-ce qui se passe au niveau des mollets? Une artère qui bouche une artère. On en est sur quoi, là? On est sur quoi? Alors, sur quoi on est? Je ne sais pas si j'ai une petite photo pour vous. Normalement, oui. Une phlébite, qu'est-ce que c'est qu'une phlébite? On parle de gonflement de sang. Ah. Ah. Alors, YouTube, c'est quoi une phlébite? Je vais chercher une photo. Et je crois que j'en ai pas ici. Ouais, c'est pas top, hein. Je sais pas si vous allez voir. On parle de gonflement rouge. Ah, je parle pas de symptômes encore. N'allez pas trop vite. Les messages s'envoient pas, il faut que tu changes de mot. C'est quoi une phlébite? Sensation. Ah, on me parle pas de symptômes encore. N'allez pas trop vite à la besogne. Un caillot de sang bloqué dans la veine. Je sais pas si vous voyez. Là. Alors, une phlébite, c'est une inflammation d'une veine. Donc, voyez, vous avez là, ouais, ça bloque au niveau de, vous voyez, un thrombus. Vous avez un thrombus ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que je suis sur... Est-ce que vous voyez bien la photo là? Dites-moi OK. Ouais. Alors, là, ce que vous voyez, c'est une veine, d'accord? Et donc là, la veine, elle a des valves. Donc, une valve ici. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un thrombus qui bloque. En gros, c'est un thrombus qui va bloquer dans la veine. Il va avoir ce qu'on appelle une inflammation. Il y a un risque énorme, par rapport aux phlébites. Quels sont les risques? Ça va boucher la paroi de la veine, exactement. Il va avoir un risque énorme pour une personne ayant une phlébite. On parle de thrombus, hein. Alors, quel est le risque? Très bien, une embolie pulmonaire, super. La migration d'un caillot, embolie pulmonaire, oui, mais pas seulement l'embolie pulmonaire, hein. Il y a une personne qui a dit il y a un risque de migration du thrombus. Ok, on me parle d'embolie pulmonaire, mais il n'y a pas seulement que l'embolie pulmonaire. Merci beaucoup. Il y a l'AVC également. Je le fais tout le temps, ce bonhomme. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pour ceux qui me connaissent, on va parler de quel bonhomme? C'est le bonhomme d'Héloïse, hein. Celui-là, il a une histoire, hein. Ce Mexicain, là. Est-ce que vous vous rappelez de ce bonhomme? Ouais, c'est ça, Naïma. Est-ce que vous vous rappelez du bonhomme d'Héloïse qui a une phlébite? Celui-ci, il envoie des vertes et des pas mûres. Pour ceux qui, on va voir c'est qui me suit là depuis un moment. Je vois pas, mais essaye de changer des mots.
Ouais, c'est Oscar. Alors, Oscar, c'est un bonhomme, c'est un Mexicain que j'ai inventé. Celui-ci, il m'a suivi ma jeunesse. Il me suit encore aujourd'hui parce que je montre Oscar aux élèves. Donc, il a un chapeau, je vais vous le sortir pour faire plaisir et on recommence le souci de la flébite. Donc, Oscar, là, je suis Oscar. Allez, c'est parti, on recommence. On recommence la mise en scène, là. La mise en scène d'Oscar. Oh la vache. Il a fait la guerre, Oscar. Le chapeau d'Oscar. Il a fait vraiment la guerre. Donc, Oscar, c'est un Mexicain. Ce pauvre Mexicain, il a eu, alors attendez, il a eu beaucoup de pathologies, ce Mexicain. Lui, il en a vu des vertes et des pas mûres. Donc là, moi, je suis Oscar. D'accord? J'ai une thrombose veineuse, j'ai une phlébite. J'ai une phlébite au niveau du mollet gauche. Voilà. D'accord? J'ai un risque. J'ai un risque que ce thrombus vienne migrer, d'accord, au niveau du cœur, au niveau de l'appareil respiratoire et au niveau du cerveau. D'accord? Donc, nous, en tant qu'aides-soignants, il va falloir qu'on ait un rôle spécifique pour éviter l'accélération de ce fameux thrombus. Parce qu'on sait que si le thrombus va se loger au niveau des poumons, ça peut donner une embolie pulmonaire. Et on en aime, hein, on est d'accord, on rigole pas avec ça. Mais encore aussi, il peut aussi passer passer à la trappe au niveau du poumon et aller au niveau du cerveau. Et donc là, ça peut donner un AVC. Donc on verra les types d'AVC tout à l'heure. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous me dites, déjà, on va faire un petit sondage, là tout de suite maintenant. Donc, concentrez-vous. Je fais un petit sondage, je vais vous poser une question, soyez réactifs. Est-ce que, pour une personne ayant des symptômes de phlébite, je l'allonge en levant les jambes? Alors, attends. Comment j'ai fait tout à l'heure? Sondage et... C'est Oscar, Christelle. Ok. Est-ce qu'une personne ayant des symptômes de phlébite, je l'allonge en lui surélevant les jambes? Oui ou non? Est-ce que une personne ayant des symptômes de phlébite, je l'allonge et je surélève ses jambes? Oui ou non? Oui pour le bonhomme qui sourit, non pour le bonhomme qui pleure. Est-ce que pour une personne ayant des symptômes de phlébite, je lui surélève ses jambes? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. On fait quoi? Est-ce que pour une personne ayant des symptômes de phlébite, je le surélève les jambes? Oui, pour le bonhomme qui sourit. Non, pour le bonhomme qui pleure. C'est comme l'escar, là on rigole pas. Est-ce que pour une personne ayant une phlébite, je surélève les jambes? Donc, il y a 7 personnes qui disent oui. Il y a 17 personnes qui disent non. Je rappelle. Est-ce que j'ai une feuille? Oh, je veux pas faire de bonhomme sur mon cahier. C'est pas grave. Je rappelle. Donc, 17 personnes qui disent non. Et 7 personnes ou 6 personnes qui disent oui. Bon, vous moquez pas parce que déjà, je suis pas dessinatrice du tout. D'accord? Bon, lui, c'est Oscar. Oscar, c'est moi. Je me mets en scène. D'accord? Oscar a une phlébite. Donc, c'est un thrombus. On a dit que celui-ci est à risque d'aller migrer au cœur, au poumon et au cerveau. Donner une embolie pulmonaire qui ont des conséquences après aussi de crise cardiaque, d'infarctus du myocarde et AVC au cerveau. D'accord? Ah, le chapeau, je sais pas faire un chapeau, moi. Arrêtez vos bêtises, je sais pas dessiner. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, nous, aides-soignants, on voit les symptômes, on y dira après.
d'une phlébite, même si on ne peut pas donner de diagnostic, mais on a des doutes. Et pour éviter que celui-ci migre, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, les collègues, vous allez vous en rappeler, à la fois, si vous passez la formation, même si vous passez pas la formation, mais que vous prenez en soin et que vous passez les examens ou autres, eh ben, vous allez faire attention parce que vos actions peuvent déterminer si votre patient va se retrouver dans un état critique ou pas. D'accord? On juge pas, on est ici pour apprendre. On va jamais surélever les jambes. Jamais. Nous, on va diminuer la vitesse de la migration. Donc, si je lève les jambes d'Oscar, là, il va migrer plus vite, le caillot. Mais nous, on veut pas, on veut lui sauver sa vie. Il y a un risque, hein, c'est une urgence vitale. S'il migre au niveau du poumon, embolie pulmonaire, qui ont des conséquences aussi d'infarctus, s'il monte au cerveau, AVC, excusez-moi, on en décède. Donc on fait attention ici, là. On blague pas, Oscar, attendez. Hein. En général, il s'en sort plutôt bien, Oscar. Lui, ça fait 40 ans qu'il vit, il est toujours au taquet, malgré toutes ses pathologies. Donc on fait super attention. Après, on fera les symptômes. Si je lève les jambes d'Oscar, ça j'avais déjà fait. Vous voyez, il est allongé, je surélève les jambes. Le caillot va faire quoi? Le thrombus va aller au cœur, va aller se balader au poumon à grande vitesse et peut aller se balader au niveau du cerveau. Donc non, je ne mets pas les jambes en l'air. Je ne mets pas les jambes debout. Jamais, 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 jamais. Maintenant, on va faire un autre sondage. Le sondage est-ce que, en tant qu'aide-soignant, si je vois des symptômes d'une phlébite, je conseille le patient de marcher? Est-ce que je conseille le patient de marcher s'il a des symptômes d'une phlébite? Oui pour le bonhomme qui sourit, non pour le bonhomme qui pleure. Est-ce que je conseille le patient de marcher s'il a des symptômes d'une phlébite? Un bonhomme qui sourit pour oui, un bonhomme qui pleure pour non. Est-ce que je conseille le patient de marcher s'il a des symptômes de phlébite? Oui pour le bonhomme qui sourit, non pour le bonhomme qui pleure. Allez, est-ce que je le conseille de marcher? Oui ou non? Alors, merci beaucoup. Donc, oui, le bonhomme qui sourit, non pour le bonhomme qui pleure. Est-ce que je conseille le patient de marcher un petit peu? Oui, le bonhomme qui sourit, non, le bonhomme qui pleure. Vous êtes 32 personnes à dire non, 5 personnes à dire oui. C'est très bien. C'est très bien, puisqu'il ne faut pas le conseiller, surtout pas de marcher, surtout pas de lever les jambes. Attention, vous êtes responsable de la vitesse de la migration et donc, vous le mettez en danger de M. On est d'accord, c'est des urgences vitales et ça peut aller très très vite. Donc si je marche, si Oscar y marche, il va favoriser la circulation du sang. Donc, il y a beaucoup plus de pression et le caillot va faire quoi? Floup, floup, il va monter, floup, floup, plus rapidement. Donc, on voit les symptômes, on sent le paniquer, on va le conseiller de pas marcher, de pas surélever les jambes et de se mettre au repos. Quels sont les symptômes d'une phlébite? On a fait tout dans le désordre. Il faut que je le note pour vous faire la fiche. Ça. Quels sont les symptômes d'une phlébite? Allez-y. Oui, la rougeur. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les symptômes d'une phlébite? Allez, je vous regarde YouTube aussi. Ah, jambes lourdes, œdème, chaleur, gonflement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Douleur. Ah, super. Hein. Puis là, tu l'as bien. Douleur à la torsification. Gêne. Alors,
Eau qui sort, c'est-à-dire perte de ballottement, oui. Chaleur, oui. Douleur mollet lors de la flexion de la cheville, raideur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est extrêmement douloureux, hein. Une vraie douleur. Douleur à la torsification, érythème, douleur. J'aime beaucoup. Alors là, on dit beaucoup douleur, mais les termes médicaux, les collègues, on rigole plus là. Je veux on dit comment la douleur? Termes médicaux, on dit comment là? Crampe. Merci beaucoup. Algique. Très bien. Alors, au niveau des constantes, qu'est-ce qu'on va remarquer? Inflammation. Tu veux que je marche à une jambe? Je vais pas tonder, je suis pas souple. Je veux bien faire des choses, mais quand même, on me pousse pas à bout la mémère là. Hein. Exactement. Il va avoir une dissociation pouls-température. Non, je suis pas cap. Non, non, non. Mhm. Très bien. Très, très bien. Les symptômes. Oui. Alors, déjà, on va avoir la rougeur, l'érythème. Hein. On va avoir la chaleur. Voilà, une jambe assez lourde, l'œdème, la douleur qui est très présente, c'est très, très douloureux. Gonflement, algique, ça on l'a dit, l'inflammation, la dissociation pouls-température. On va avoir déjà ces symptômes qui sont très, très identifiables dans le premier abord. D'accord? Ça, c'est ceux qu'il faut que vous retenez. Il y a la Hanouna. Attendez. Alors là, je vous le dis, il y a la Hanouna. Je fais pas ça devant vous. Oh là là, c'est pas possible. Ah ouais, la Hanouna, tout le temps, la Hanouna, elle vient se planter quand il faut pas. Quoi. Chiant. On dit Kanuna, Kanona. C'est pas Ranuna? On dit Kanona ou Ranuna? Moi, j'aime bien le dire. Vous laissez travailler. C'est pas grave, ça s'est enregistré, collègues. Ça sera sur YouTube. Donc, voilà les symptômes. Donc, au niveau des rôles aides-soignants, ok, on a parlé qu'il ne fallait pas surélever les jambes, qu'il ne fallait pas solliciter le patient à marcher. Donc, ça, on retient, c'est comme l'escar. On fait attention à ça. Hein, ceux qui passent la VAE, ça, il faut que ça soit bien retenu. On fait attention à ça. Ok. Mais qu'est-ce que je fais d'autre comme action, mis à part l'éduquer, le rassurer, je fais quoi? Avant de transmettre à l'IDE. Avant de transmettre à l'IDE, je fais quoi? Allez, je vous regarde YouTube un peu. Raideur au niveau du mollet. Oui. Qu'est-ce que je fais? Mis à part ne pas surélever les jambes du patient et le conseiller de ne pas marcher. Observer les symptômes cliniques, rassurer, découvrir, éduquer. Je lui mets... Alors, est-ce que je lui mets des bas quand je vois les symptômes? Je lui fais boire, expliquer, rassurer, évaluer la douleur. Super, la douleur, les collègues. Il est douloureux. Faut évaluer. Évaluer la douleur. Et même s'il n'était pas douloureux, il faudra évaluer la douleur. Le VA est importante. Alors, oui, c'était par rapport au bas. Je vous avais posé la question. Est-ce que je lui mets des bas de contention s'il a ces symptômes-là? Ok, les bas de contention, ils servent à quoi? C'est bien parce que vous voyez, vous réagissez sur des actions qui est important de savoir, surtout si vous travaillez sur le terrain, que vous passez le diplôme ou pas, le diplôme, on s'en fout. Mais quand vous avez des personnes en soins, il y a des choses qui est important de savoir pour éviter des drames.
parce qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a eu une mauvaise prise en soin. Parce qu'il y a le manque de connaissances, et ça, c'est pas de votre faute. Vous êtes sollicité à faire des actions sans même être formé. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent par rapport à une mauvaise prise en soin. Et ça, il faut vraiment vous l'ancrer en vous. Et n'oubliez pas, si vous voyez vos collègues, c'est pas pour les juger, vous allez venir leur voir en leur parlant calmement, qui mettent des actions qui mettent en péril la santé du patient, il faut les informer, les former. Parce que vous êtes formés et les anciens sont pas forcément formés pareil. Par exemple, les PE à l'époque, on les faisait même quand c'était le premier stade. Maintenant, c'est fini. Alors, les bas, on ne met pas les bas. Les bas sont en prévention. S'il y a les symptômes, on ne met pas les bas. Alors, vous imaginez mettre les bas avec les symptômes douleur, gonfleur, chaleur, œdème. Déjà, vous allez galérer. Et de deux, lui, là, comment il va souffrir? On ne met pas les bas. Les bas sont en prévention. D'accord? C'est préventif. D'accord? Exactement. Si alitement du patient. Super. Voilà, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Alors, je suis désolée les collègues, mais je vais devoir vous laisser parce que je dois préparer mon rendez-vous de 14 heures. Je dois travailler un cas pour une élève qui a rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si je vais me connecter ce soir. J'aimerais bien, comme ça, je vous fais la petite fiche de révision. On a beaucoup parlé, c'est vrai, mais on n'a pas fait grand-chose finalement. On a fait des choses, mais on n'a pas fait grand-chose. c'est pas ce que j'attendais. Pourtant, ça fait longtemps qu'on était en live. Mais c'est bien, en tout cas, vous êtes au top. Là, ce qu'il faut retenir de ce live, c'est l'escar, s'il vous plaît. Même si vous travaillez, si vous êtes à SH, aide à domicile, que vous passez le diplôme, que vous ne passez pas le diplôme, je vous en supplie, même, vous voyez, je vous en supplie. On ne fait pas d'effleurage au premier stade de l'escar, s'il vous plaît, on décharge, s'il vous plaît. Et pour la phlébite, quand vous avez des symptômes, bien sûr, vous n'allez pas mettre un diagnostic, mais vous allez mettre le doute. Vous ne surélevez jamais les jambes de votre patient, s'il vous plaît, sa vie en dépend. Et on lui dit de pas marcher, s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de patients qui y passent très rapidement et parce que on a surélevé les jambes, parce qu'il y a ce manque de formation, d'information, et vous n'y êtes pour rien. Si on vous sollicite de prendre en soin et que vous n'avez pas les conséquences, ce n'est pas forcément votre faute. Mais s'il vous plaît, si vous voyez votre collègue qui lui met les jambes en l'air, vous n'allez pas l'attaquer parce qu'elle aussi, elle sait pas forcément. Vous allez tout simplement lui expliquer, non, on a des symptômes de phlébite là. Il faut jamais surélever les jambes et vous lui expliquez le pourquoi. Parce que ça peut migrer s'il y a une phlébite, le caillot peut aller vite au niveau du cœur, au niveau du poumon, au niveau du, vous voyez, du cerveau et lui dire les risques. C'est pas de juger la personne, votre collègue en face de vous, c'est tout simplement lui informer parce que la vie de votre patient, la vie du patient, parce que c'est pas votre patient ou du résident est en jeu, s'il vous plaît. C'est comme quand vous avez des symptômes d'une personne qui est constipée, qui n'a pas eu de selle depuis un certain nombre de temps et qui a un risque d'occlusion intestinale. Il y a beaucoup trop de résidents, c'est souvent en EHPAD, qui décèdent suite à une occlusion intestinale parce que les symptômes ne sont pas appris, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a ce manque de formation et malheureusement, il y a beaucoup trop de décès. Il y a beaucoup trop de décès. C'est comme l'hygiène bucco-dentaire. La dénutrition, on fait attention. Vous avez des patients qui perdent du poids, merci beaucoup,
qui perdent du poids et leurs dentiers ne sont plus adaptés. On vérifie que le dentier soit bien adapté, qu'il soit bien mis, parce que c'est important. C'est pas forcément que le patient n'a pas faim, c'est peut-être parce qu'il n'arrive pas à manger, parce que le dentier n'est pas mis correctement ou qu'il n'est plus adapté. On vérifie bien les mucosités, la bouche à l'intérieur du patient, s'il n'est pas douloureux, s'il n'y a pas quelque chose qui le dérange au niveau de la déglutition ou au niveau, s'il vous plaît, analyser les résidents, les EHPAD, c'est pas seulement du soin de nursing. Il y a beaucoup trop de personnes âgées qui font des syndromes de glissement dus à la dénutrition aussi. Donc, je vous en supplie, je sais pas comment vous le dire, mais le taux de décès dû à la dénutrition, dû aux occlusions intestinales, dû aux escarres, c'est incroyable. Et normalement, on devrait être en baisse, mais à l'heure où je vous parle, on est en augmentation, pire qu'en 2023. Alors qu'on sait les choses, on est formé pour certains. Vraiment, je vous en supplie, je vous en supplie. Il y en a, ils ont faim, ils ont la dalle, ils crèvent la dalle, ils sont en dénutrition parce qu'ils ne peuvent pas manger. Et ils ne savent même pas communiquer ou ils ont peur de communiquer, de peur d'être refoulés. C'est dur d'être hospitalisé, c'est dur d'être dans un EHPAD. On a mis notre vie de côté, on a vendu notre maison, on est dans un endroit que on sait que c'est pas chez nous. On est cloîtré dans une pièce qui fait même pas 10 mètres carrés et c'est compliqué. Je vous en supplie, je sais qu'il y a le sous-effectif, mais ça ne justifie pas tout. En 2024, 2025, le taux de décès, je répète, à cause de la dénutrition, les escarres, à cause de l'occlusion intestinale, ne fait que d'augmenter en EHPAD. Je vous en supplie. Vraiment, je vous en supplie. Je sais que la vie, elle est difficile, que dans les EHPAD, je parle beaucoup d'EHPAD, mais en fait, c'est parce que c'est dans les EHPAD qu'il y a des décès et j'ai envie de pleurer. Je vous jure, je sais pas comment vous le dire, mais fermez les yeux 2 secondes et ne pensez pas à vos parents. Limite, ne pensez pas à vos parents, mais pensez-vous à leur âge, à leur place, que vous avez la dalle, vous avez faim, vous avez faim. Il y en a, ils ont faim. Et je ne peux pas manger parce que mon hygiène bucco-dentaire, ça va pas. Parce que mon dentier, il me l'est plus adapté. J'ai faim, j'ai envie de manger ce bout de viande, mais je peux pas. Je peux pas. Et vous êtes les seules personnes à détecter cela. J'ai des douleurs au niveau des sacrums, du sacrum, mais on vient me frotter le sacrum. Je suis rouge, j'ai une rougeur persistante, mais on vient encore accentuer ça. On vient tous les jours me frotter, jour comme de nuit. Alors que j'ai mon premier stade, j'en peux plus, j'ai mal. J'ai mal, je vais me laisser partir. Je ne sers plus à rien. Je suis capable de laver mon visage, mais on le fait à ma place. À quoi bon je suis ici? Je sers plus à rien dans notre société. Imaginez-vous à leur place, je vous en supplie. Ça fait mal au cœur parce que moi, j'ai beaucoup de respect, je sais pas vous, mais j'ai beaucoup de respect pour les aînés. Les aînés m'ont beaucoup appris et ils m'apprennent encore chaque jour. Ils ont eu un passif que notre génération n'a pas eu. Les femmes anciennes, n'oubliez pas, la plupart d'entre eux ont été victimes de V. On leur a forcé à faire des choses qu'elles ne voulaient pas. Elles étaient obligées de mener une vie qu'elles ne désiraient pas. Si aujourd'hui elles sont en refus de soins ou qu'elles sont pas dans l'acceptation par rapport aux soins d'hygiène, essayez de comprendre. Nos anciens ne sont pas les anciens que nous on va être. La plupart des femmes ont été victimes, ont subi des choses pas très catholiques. Donc on n'oublie pas leur passé. Il y a des hommes, ils ont vécu dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. La génération qui part là, c'est pas la génération qu'on va être, s'il vous plaît. Et croyez-moi, si vous êtes plus à l'écoute, si vous égayez votre regard, ces personnes qu'on aura pu d'ici quelques années, ils vont vous préparer à la vie. Ils vont vous apprendre beaucoup de choses. On doit les préserver. Ces personnes-là
on doit les préserver. On doit avoir beaucoup de respect pour ces gens. Beaucoup. C'est quoi ce tutorat? Eh bien, mon collègue Husser, ce tutorat, ça s'appelle l'humanité. Voilà, tu comprends? Ça s'appelle l'humanité. Donc, si le type de choses comme ça t'hérisse, eh bien, j'imagine la personne que tu es. D'accord? Parce que moi, tu vois, les personnes âgées, ils m'apportent et apportent beaucoup à cette société. Malheureusement, eh bien, tu vois, les types de personnes comme toi qui critiquent la discussion humaine, eh bien, n'ont rien à faire ici. Tu vois, tu viens ici commenter sur un live qui est l'apprentissage, où on prend beaucoup de temps. Tu vois, on a pris 2 heures de temps pour réviser. Euh, Passer sur un live de révision et sans faire de prévention sur sur nos anciens, eh bien, ou sur autres, hein, eh bien, c'est pas moi, tu vois. Donc, le type de tutorat que je fais, c'est l'humanitude, voilà, c'est le partage. J'aime l'humain. Donc, moi, je suis une personne, je suis pas, voilà, je suis une personne, comme toi, tu es une personne, et j'ai des valeurs. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, si ça te fait chier d'être dans ce live-là, tout en restant poli, tu vas aller faire autre chose ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont te former, qui vont pas avoir ce dialogue-là envers les élèves. Moi, il est important de faire de la prévention. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis Héloïse, je suis comme ça. Et si ça te plaît pas, tu bouges, quoi. Voilà. Voilà. Merci pour les 2 heures. J'ai appris des choses. Il y a tellement d'humains. Ouais. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais me connecter plus tard. J'aimerais bien me connecter plus tard. Ça va en dépendre. J'ai une sortie aussi avec mes enfants et j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Je vais faire du vélo à mon fils. Il a son nouveau vélo, donc je vais lui faire un peu de vélo. Et je vais faire mon rendez-vous là, 14 heures. Ouais, c'est 2 heures, hein. Ah, ah bon, bah alors ok, c'était une question comme ça, ok. Non, mais parce que maintenant, c'est vrai, je suis beaucoup dans la défensive avec TikTok parce que, en gros, il y a beaucoup de gens qui me titillent et du coup, je sais pas si je dois prendre ça en bien ou en mal. Oh, du tout, je suis aigrie. Alors, désolée si c'était pas en mal. C'était juste une question. Voilà, non, mais c'est vrai, je peux être un petit peu, peux être un petit peu dure, mais en fait, je suis sur la défensive sur TikTok. Voilà, je suis sur la défensive, je suis désolée. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, il y a même pas 6 mois, j'ai reçu des menaces en privé. Les gens, ils prenaient des rendez-vous avec moi pour me menacer au téléphone. Quand même, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup sur la défensive avec TikTok. Parce que, bah, il n'y a pas des gens qui sont très bienveillants et voilà, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je peux paraître aigrie, je suis désolée. Et si c'était juste une question, désolée, collègue. Je l'ai mal interprété. Ouais. Oui, oui, j'ai eu des personnes qui ont communiqué mon numéro. Donc, la première personne avait pris un rendez-vous de 20 euros, je crois, pour une révision. Je pensais que c'était pour une révision pour le module 3 et 4. Et en fait, elle m'avait insultée au téléphone. Et pourtant, j'ai rien fait de mal. Enfin, je pense pas. Des fois, c'est vrai que je fais des vidéos et je dis des choses, mais en fait, je parle avec le cœur. Je suis désolée si des fois je peux être crue, mais c'est pas voulu en fait. Et cette personne m'avait insulté au téléphone, j'avais pas compris. Surtout que moi, je suis pas une femme embrouille, quoi. Et bah, les semaines, en fait, ils ont déroulé et je pense que le numéro professionnel a été transmis à grande échelle. Et en fait, on me faisait des menaces au téléphone. Mais franchement, je suis pas une fille qui est sur les réseaux pour ces genres de choses. Mais après, j'ai compris que c'était une personne qui se sent en concurrence avec moi et qui envoyait des gens pour m'intimider.
Mais je suis désolée d'être sincère dans le sens où oui, effectivement, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui sont prêts à tout pour vous vendre des trucs et que eux-mêmes sont pas forcément très bien formés. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité, mais je vais pas caresser au sens du poil tout ce qui se passe. Non, je veux bien, les gens font leur business, mais c'est pour voler les personnes. C'est voilà, j'ai une grande bouche. Donc voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Je vous prépare les filles. J'aimerais faire un live quand même plus tard. Je verrai. En tout cas, ça dépendra. J'ai une bonne sortie avec mes enfants. Donc après ça, on verra si je suis OK pour vous. Et si c'est toujours la même personne, Jennifer. Je sais pas, ça fait 1 an. Hein. Ça fait 1 an. Je vous le dis, hein, vous transmettez votre savoir sur les réseaux sociaux. Je suis en lien avec Point de vue IDE qui transmet, je l'adore. Régine, j'ai jamais eu de souci avec elle. Au contraire, je vous dis de vous abonner, elle transmet, j'adore ce qu'elle fait. Chez moi, il n'y a aucune jalousie. La transmission, tout le monde peut se transmettre et encore, je sollicite toute personne qui veulent transmettre à grande échelle parce que la transmission, c'est très important. Moi, je suis Héloïse, vous êtes vous, chacun a sa manière de faire. Moi, je le dis encore, les réseaux sociaux, c'est pas ma vie, c'est pas ma vie professionnelle. Je le fais parce que j'aime transmettre et parce que beaucoup de personnes ça leur a servi. Mais honnêtement, je peux m'en passer. Des fois, j'ai pas forcément envie de faire de live ou je m'en passe, mais parce qu'on me demande. Mais c'est pas ma vie. Donc, si vous voulez faire votre carrière sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, sachez que c'est pas moi. Donc, vous n'avez pas de concurrence à avoir avec moi. Au contraire, si vous transmettez, beaucoup le savent. Je suis même avec vous. Je suis abonnée à vous et je vous donne de la force. Et je sais pas pour cette personne, c'est incroyable quoi. Voilà, je dirais pas le nom parce que mais je comprends pas. Je comprends. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je dois préparer mon cas. Allez, bisous à tous. Hop.